Bonjour et bienvenue au podcast Rendez-vous de Manager. Mon nom est Diego Braido et je suis l'animateur de ce podcast. Ce podcast, c'est à titre éducatif pour inviter des gestionnaires et des professionnels de la gestion pour discuter sur les problématiques et les défis qu'ils font face à tous les jours. Ceci s'adresse aux nouveaux gestionnaires et aux gestionnaires d'expérience. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion en PME. Savoir c'est quels défis que le gestionnaire doit faire face pour ce genre d'entreprise, quelles sont les problématiques et des sujets d'actualité et comment s'en sortir là-dessus. Pour cela, nous avons invité Patrick Courtemanche, qui est vice-président des opérations et associé chez BIP Recherche, pour discuter de son expérience dans une PME. Bonjour Patrick, comment ça va? Bonjour Diego, ça va bien? Cool. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir de t'avoir ici au studio, la Radio Choc. Ça fait plaisir d'être là. Si, Patrick, tu peux commencer à te présenter un petit peu à l'audience, expliquer un petit peu c'est quoi ton parcours, ton expérience professionnelle et comment tu es arrivé au poste que tu as aujourd'hui. C'est tout un parcours. Je ne m'attendais pas du tout à être associé dans une PME. En fait, je m'enlignais jeune, soit j'ai réfléchi d'être interniste, d'être animateur radio à un moment donné, d'aller en criminologie. Finalement, j'ai fini avec un bac en sciences politiques, puis un DESS en gestion. Et c'est de fil en aiguille que j'ai fait un parcours à l'intérieur de boîtes de sondage, de communication. J'ai travaillé chez Scène Marketing comme premier boulot et j'ai gravi les échelons à cet endroit-là pour faire un saut dans une plus grande entreprise qui est Cossette, qui était dans la publicité. J'étais dans leur département de recherche, Impact Recherche. J'ai fait quelques années là-bas, pour ensuite faire un saut chez BIP Recherche autour des 2010. Puis, j'y suis toujours et on est dans un processus de relève entrepreneuriale. Alors, la propriétaire m'a fait une proposition et j'ai dit, pourquoi pas? Alors, ça a été une série d'opportunités qui se sont présentées devant moi qui ont fait en sorte que je suis ici aujourd'hui avec toi. Wow, belle carrière, félicitations. Oui, merci. Si on va juste contextuer un petit peu l'audience, corrige-moi si je me trompe, mais les statistiques disent qu'on est 97,7% des entreprises au Québec, c'est des PME. En fait, j'ai été regarder les derniers chiffres hier soir. Les chiffres de 2022 de Statistique Canada donnent on est presque à 98% des entreprises qui sont des PME. Donc, ça veut dire que c'est énorme. Quand on parle souvent, on voit les cours de gestion, on s'imagine vous allez être gestionnaire, vous allez être on est souvent dans la perspective de la grande entreprise. Mais ce n'est pas la réalité du Canada ni du Québec. Les statistiques du Québec sont très similaires, mais il y en a beaucoup d'entreprises qui sont constituées de gens de moins de 100 employés, puis quasiment 1 sur 2, c'est des entreprises de 1 à 4 employés. 1 à 4? 1 à 4. Ça doit aller vite dans ce cas-là. Non? Ça doit aller très vite, oui, effectivement. Puis, en termes d'emploi, par contre, il faut relativiser les choses. La grande entreprise qui représente seulement 0,3% des entreprises au Canada, compte pour quasiment la moitié des emplois. Donc, il y a quelques entreprises qui ont beaucoup d'employés, mais il y en a d'autres, par contre, il y a vraiment plusieurs petites entreprises qui ont très peu d'employés. Donc, ça apporte certains défis quand on est dans la PME. C'est pas la même chose. J'ai eu l'opportunité de voir un peu les deux mondes. Puis j'ai découvert celle qui me plaît, c'est un peu celle où est-ce que je suis rendu là, présentement. Donc justement, quand tu as expliqué ton parcours, tu as travaillé dans une grosse entreprise en premier. Est-ce que tu as eu une expérience en tant que gestionnaire dans cette grande entreprise ou c'était quel genre de travail que tu as occupé? L'entreprise Scène Marketing où j'ai commencé, c'était une entreprise quand même de moyenne taille. Il y avait peut-être 200 employés qui étaient là à l'époque. Mm-hmm. Et oui, j'ai eu une opportunité très jeune de toucher à la gestion. En fait, concours de circonstances, je me suis retrouvé en charge d'un centre d'appel de 65 personnes à 21 ans, où il y a eu quelqu'un qui a dû quitter abruptement et le vice-président m'a rencontré pour dire, écoute, Patrick, si tu veux prendre on a vu ton parcours, on sait que c'est un peu tôt, mais si le poste t'intéresse, on est prêt à te donner une chance. Alors, ça a été mon premier week-end en tant que gestionnaire, c'était de faire une consolidation de livres du mois sans avoir touché
à ça du tout dans ma vie. Alors, Un petit mandat facile au début. oui, un petit mandat facile, mais qui a été très formateur. J'avoue, j'ai eu des chances à faire des erreurs quand même là-bas. Des fois, ça m'a servi. C'est pour ça que j'ai finalement été faire un DESS en gestion, parce que je voyais que mes études en sciences politiques m'amenaient pas à être capable d'être outillé. Donc, je suis allé chercher un diplôme au HEC pour être capable de m'appuyer dans ces démarches-là. Puis ça a été très utile. Et c'est un peu le même parcours quand je suis arrivé finalement à avoir une offre pour dire, bon, est-ce qu'on prend la relève? J'ai dit, OK, je pense que je suis dû à avoir une petite mise à jour, et je suis rendu ici à l'UQAM en train de faire le parcours de EMBA. Ah, très intéressant. Souvent, la pratique, on apprend plus sur le tas, comme on dit. Mais si tu as la théorie pour t'embarquer, tu peux savoir comment réagir. C'est quoi la bonne façon de réagir sur certains défis? Bien, dans la PME, je dirais que c'est important. Ça serait bien d'avoir des cours spécifiques, puis je recommanderais quand même à certains gestionnaires de PME d'en prendre, parce que tu peux te lancer en affaires. Il n'y a aucun problème, tu peux faire tes erreurs. J'ai un ancien collègue qui me disait sa façon de gérer, c'était un peu à la cowboy. Il dit, you shoot from the hip. Peu importe, il dit, en autant que tu atteins ta cible, s'il y a des dommages collatéraux, c'est pas grave, en autant que tu as atteint. Mais la PME, t'es dans un monde où les entreprises, parfois, les décisions se prennent plus rapidement, c'est plus agile, tu sens vraiment l'impact de ce que tu fais comme travail. Tu n'es pas un numéro. Si tu fais une erreur, les impacts aussi se font sentir beaucoup plus rapidement. Donc, avoir un peu de coaching, ce n'est pas de trop. Donc, des fois, s'entourer soit de quelqu'un qui a un peu de background en gestion, ou aller chercher quelques cours, c'est pas essentiel, mais c'est un gros plus. Et dans ta transition vers la PME, tu avais de l'expérience en tant que gestionnaire, chef d'équipe, dans une grosse entreprise. Comment ça a été cette transition dès que tu es allé chez BIP Recherche? Est-ce que ça a été facilement transposable, tes connaissances, ton savoir-faire, ou tu t'es rendu compte vite que, c'est pas la même chose, là? C'était la première fois où je suis arrivé vraiment dans un poste de haute direction. Je pensais, en fait, la vice-présidente à l'époque prenait sa retraite, puis en fait, je suis allé chez un de mes fournisseurs. Donc, la présidente puis la PDG me connaissaient déjà. Et on s'est mutuellement approchés, puis on dit, moi, je cherche peut-être quelque chose. Ils disent, moi aussi. On a discuté, puis on est arrivé. Mais je ne connaissais pas la culture d'entreprise. Mon premier choc a été vraiment d'arriver et de dire, OK, bon, je suis en charge de ça, et la culture n'est pas la même du tout que ce qu'il y avait chez Cossette. C'était toute autre chose. Donc, c'était de m'adapter. Comprendre qui sont ces gens, c'est qui cette équipe-là. Puis après ça, dire, est-ce que la structure organisationnelle, elle est là où on veut qu'elle reste, ou est-ce qu'on doit la modifier pour aller là où est-ce qu'on veut aller? J'aime bien ton commentaire. Ça fait penser à la théorie du cours des stratégies. La première chose que tu fais quand tu changes d'entreprise, c'est d'essayer de comprendre la culture. Oui. En arrivant pour savoir comment est-ce que les gens agissent, c'est quoi les règles écrites et non écrites, comment les gens interagissent entre eux. Si tu viens avec ton bagage et que tu n'es pas ouvert d'esprit, je pense que tu vas vite frapper un mur. Bien, c'était... Chez Cossette, c'était une culture qui était, je dirais, d'intrapreneurs. Donc, des gens qui sont là, qui vont travailler ensemble pour essayer de faire des projets. Et quand je suis arrivé chez BIP, c'était une structure très en silo, très de haut vers le bas. Puis on suivait des règles. Et je pense que mon premier choc a été d'avoir un appel le soir d'un superviseur qui disait est-ce que je peux rappeler tel client? Il m'a demandé. Je dis, pourquoi tu me demandes la permission? Ça devrait aller de soi. Donc, c'était d'avoir un choc, d'arriver et de dire, j'ai une équipe qui s'attend beaucoup d'instructions. Ils sont des exécutants parce que c'est ce qu'ils ont vécu. Donc, la structure était là, et d'arriver à voir ces gens-là puis leur dire, écoutez, faites-vous confiance. Ouais. Et quand on dit que la culture, ça prend du temps à changer, je dirais que ça a pris 8 ans avant que je vois
avec mes employés. Puis souvent, c'est souvent les mêmes employés. Là, on a quand même chez BIP Recherche des gens qui sont avec nous. Moi, même ça fait depuis 2010 que je suis là, je suis encore un des petits nouveaux. Il y en a plusieurs de mes employés qui sont là depuis 15-20 ans. Et c'est beau le progrès qu'ils ont fait. Vraiment, là, c'est une de mes fiertés d'arriver puis de voir maintenant où est-ce qu'ils sont rendus. Donc, quelqu'un qui faisait un travail au téléphone maintenant qui, avec du coaching, avec de la formation, est rendu à faire un travail d'analyste, du contact client. Puis je le vois dans le jeu de mes employés. Ils sont motivés. J'ai aucun problème d'absentéisme pour l'instant. Je touche du bois. Les gens me disent qu'ils aiment ça travailler. Je vois les sourires la majorité du temps là, quand ils viennent travailler. Mais ça a été un gros travail de partir de quelque chose où on s'attend vraiment de la moindre instruction. On veut lever le petit doigt, il faut demander une autorisation jusqu'à dire « faites-vous confiance ». Ça a été du boulot. Je pense que ça dépend aussi de l'ancien gestionnaire ou direction, comment il traitait les employés. Si la communication était verticale, je dis, tu exécutes. Et aussi le temps que l'employé il prenne conscience que mes actions vont impacter directement l'entreprise. Donc, le temps qu'il se sente à l'aise de prendre des décisions et aussi de savoir que ses superviseurs, ils vont autoriser que lui, il prenne la décision. Bien, c'est vrai que la prise de décision, je te dirais, elle est différente dans la PME. Les boîtes de sondage, mon expérience avec la première, puis après ça, il y a quand même une certaine hiérarchie. La structure était très top-down. Je pense que c'était le propre des années 90-2000. On commençait à parler de différentes formes de structures d'entreprise. Et on se retrouve aujourd'hui, maintenant, avec des employés qui sont un peu plus... cette structure-là, elle a ses limites. Puis si on veut être plus agile, il faut qu'on pense différemment. Puis c'est ce que je voulais dire aux employés, qu'à un moment donné, si vous faites confiance, ben il faut que, si on veut être agile, on ne peut pas toujours demander la permission en haut de faire quelque chose. On s'installe des règles dans lesquelles on est capable de dire, OK, parmi ces règles-là, vous avez entière liberté. Puis après ça, ben, c'est à la direction des épaulés. Puis si un employé fait une erreur, après ça, c'est de la cautionner. Puis dire, OK, on se reprend pour la prochaine fois. Voici ce qui a mal été. Puis voici ce qu'on pourrait faire pour la prochaine fois. Mais c'est vraiment de faire confiance aux employés. C'est un autre domaine. Ah, c'est sûr que si tu établis des règles dès le début, comme une nouvelle équipe, tu sais à quoi tu t'attends à tes employés et tu donnes aussi la permission. Ils savent à quel point ils ont le droit et la permission de prendre des décisions. Je pense que tout le monde va se sentir plus à l'aise en sachant, OK, j'ai le pouvoir de faire telle chose, mais d'autres choses, je dois contacter mon superviseur pour m'assurer que ce que je prends comme action, elle est correcte. Tout à fait. Tout à fait. Et justement, agilité. J'imagine qu'une PME, dès que tu as un changement dans la conjoncture économique ou quelque chose comme la COVID, par exemple, ça doit bousculer beaucoup plus une PME qu'une grande entreprise, non? Je ferais le parallèle. La PME et la grande entreprise, c'est le paquebot puis le petit bateau sur la mer. Donc, le paquebot, ben, quand ça commence à avoir de la houle puis il y a de la tempête à l'extérieur, ben, c'est peut-être un peu plus stable. Mais après ça, si tu as besoin de changer le cap, c'est un peu plus long. La PME, tu es capable de faire des changements de cap très rapides, mais le risque de sombrer est plus présent. J'aime bien ton analogie. Mais c'est effectivement, c'est une des choses que j'aime de la PME, c'est que tu sens l'impact de tes décisions. C'est pour des gens qui se disent, moi, je ne veux pas être un numéro. Exactement. J'entends ça souvent de gens qui sont dans la grande entreprise, que c'est une... Tu sais, tu regardes des entreprises comme Desjardins, je pense, sont 45-50 000. C'est une ville. C'est une ville. C'est immense. Donc, tu ne peux pas connaître tout le monde, tu ne peux pas connaître tous les départements, tous les rouages. Alors, est-ce qu'une grande entreprise peut être agile? Peut-être certains départements, oui, mais ça va vraiment dépendre. Il y a beaucoup plus de structures à gérer et à considérer dès que tu veux faire quelque chose. Un changement de cap, tu te dis, la tempête s'en vient, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait? Il y a des règles d'approvisionnement, il y a plein de règles, tandis que quand tu es dans la PME, nous, quand on est arrivé, on avait
notre positionnement stratégique, c'était d'avoir un centre d'appel physique. On était un des seuls encore qui avait un centre d'appel physique. Et c'était une de nos fiertés. Beaucoup avaient dit on a du télétravail, mais on aimait la dynamique, les conseils que les intervieweurs pouvaient se donner entre les appels. Les gens étaient contents de se voir, tout ça. Et quand est arrivé janvier 2020, je voyais ça venir, puis j'ai dit à la PDG, je pense qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose, parce que là, ça n'a pas de l'air beau. Et le vendredi où le go coupait, c'était le jour où on venait de virtualiser le centre d'appel. On est arrivé tout juste au bon moment pour être capable de rester fonctionnel. Excellente action. Alors, ça a été... Mais si on avait été une grosse entreprise, est-ce qu'on aurait pu réagir aussi rapidement? C'est la taille, la structure que ça te prend pour rendre ça virtuel. Il faut tout coordonner, tous les départements et tout. Là, c'est sûr que c'est plus complexe dans une grande entreprise comparé à une petite entreprise, effectivement. Et si on avait dû passer par un approvisionnement, faire un appel d'offres public, dépendamment si tu es dans le public ou dans le privé, on a juste dit, il y a quelque chose qui s'en vient à l'horizon. Côté de gestion de risque, on ne peut pas laisser ça de côté. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est de mobiliser toutes les ressources de tout le monde puis de dire, OK, on s'en va vers là, puis d'arriver à tout le monde, on se tient les coudes serrés et on fonce, on change les façons de faire. Et quand tu as proposé ces changements, est-ce que tout le monde était d'accord? Est-ce que tout le monde a dit « Ah oui, effectivement, il faut bouger vite » ou il y a eu un processus bureaucratique où il faut faire un vote, il faut que tout le monde soit d'accord? Comment ça a été pour mettre ça d'accord pour tout le monde? « OK, let's go, on fait ça, on y va. » Dans notre cas, on a des réunions statutaires à toutes les semaines. J'essaie de garder, puis même je parle à mes employés tous les jours. On a une rencontre qui se fait en milieu de journée pour dire, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Donc, on essaie de rallier tout le monde pour que tout le monde embarque dans le projet, pour que les gens se sentent impliqués puis veulent avoir l'impression ou se sentir comme si leur opinion compte. Bien, il faut leur poser la question, il faut discuter avec eux. Il faut les embarquer dans le projet. Et on a, la PDG et moi, deux styles de décision très différentes. Moi, je suis celui qui va essayer de discuter avec les gens, de les convaincre qu'elle est comme, non, il faut y aller. On se retrouve à se compléter dans cette situation-là. Et c'est un mélange des deux, d'arriver, de dire, OK, il faut vraiment qu'on aille là, s'il y a un risque. Et là, de parler aux employés, puis leur dire, écoute, est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Ça va changer la donne pour tout le monde. On n'est plus en train de travailler de la même façon. On doit réviser. De fond en comble, la supervision ne se fait pas de la même façon. Juste arriver aussi à dire comment qu'on voit les processus de transmission d'informations quand on est à distance, c'est pas la même chose du tout. Alors, c'est tout un processus qu'il fallait revoir. Puis c'est pas tout le monde. Il y en a certains, quand je dis que ça fait 20 ans qu'ils faisaient la même chose, dire, j'ai plus mon poste de supervision, je ne peux pas aller dire, hey, passer une petite note à quelqu'un sous la table. Tout virtuel maintenant. Tout est virtuel maintenant. Donc, c'était il fallait que les gens embarquent. Il fallait leur convaincre, leur vendre l'idée, puis dire, OK, ça, je pense que ça va bien, puis demander aux gens, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Puis d'écouter, puis de voir avec leurs soucis, il faut en tenir compte parce qu'ils ont une personne ne peut pas détenir la science infuse. C'est la force de la PME, c'est que tu es capable de faire le tour de la table et de dire, OK, tout le monde, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Donc, la transparence et l'engagement des employés dans la décision, comme tu as dit, je pense que ça peut influencer sur comment ils se motivent parce qu'ils se sentent consultés, ils se sentent importants. Et là, ils se disent, ah, c'est bien, ils me consultent, j'ai le pouvoir décisionnel un peu. Oui, ça c'est propre aussi à la culture, je dirais, du propriétaire ou des dirigeants. Je pense, c'est pas toutes les entreprises, pas toutes les PME qui vont laisser ces genres de décisions. Non, c'est sûr. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est propre aux personnalités des gens. Moi, c'est ma façon de gérer. Donc. Mais honnêtement, moi aussi, j'aime beaucoup cette approche parce que la vieille école direction où tu donnes des ordres et tu ne laisses pas la place à la discussion. Tu peux faire des erreurs, tu peux pas avoir la raison ultime. C'est bien de consulter tes collègues, consulter les gens du même niveau ou plus bas et plus haut. Comme ça, tu as les différentes perspectives et puis ça fait juste aider dans la prise de décision. Comparé à juste, ah oui, c'est moi qui dis ça.
tu peux te tromper, tu sais. Ben, la force d'une PME, c'est d'être capable d'avoir un côté très focus, comme un laser, d'arriver et de dire, OK, tout le monde met leurs énergies dans la même direction. Ouais. Pour ça, il faut aller consulter les gens et dire, ben, qu'est-ce que vous avez comme problématique? Et souvent, ils savent déjà, ils ont déjà des solutions en tête, parfois. Il y en a d'autres qui vont avoir beaucoup j'ai un collègue, on a des fois des discussions parce que c'est une des personnes, c'est un peu comme ma conscience, parce que quand on a un nouveau projet ou quelque chose, il va me sortir au moins 20 000 façons comment que le projet peut échouer. Ah oui, très pessimiste. Puis, non, c'est pas du pessimisme. Des fois, c'est du sous réalisme. réserve. Il est sous réserve, puis il dit, on peut avoir ça, puis avoir ça, puis avoir ça. Puis je lui dis, écoute, j'ai dit, j'entends tout ce que tu me dis, là, mais ce que j'ai besoin, là, j'ai dit, j'ai juste besoin d'une solution. Ouais, Puis travaillons sur celle-là. Perdons pas de temps avec tout le reste. Don't overthink. Don't overthink. Ben oui. Puis c'est quelque chose qui se fait beaucoup je pense, dans la PME. Le côté innovation est présent tout le temps parce que tout est à refaire. Puis quand je dis que les gens, des fois, ont besoin d'aller chercher, d'être épaulés dans la gestion, c'est que quand tu es en train de faire cette innovation-là, quand tu es en train de faire certaines choses, une entreprise qui est 4 personnes, ben tu vas avoir des gens qui vont avoir plusieurs chapeaux. Tu vas avoir quelqu'un qui va être en charge des opérations et peut-être des ressources humaines, quelqu'un d'autre, le propriétaire qui va être aussi le comptable. On a déjà fait des études pour certains ministères où est-ce qu'on regardait, par exemple, les facteurs d'innovation puis qui gérait les TI. Quand on posait les questions dans les entreprises de moins de 20 employés, la personne qui gérait les TI, c'était la personne qui était en charge soit de la réception ou du secrétariat. Oh mon Dieu! Donc, quand on dit que les gens sont importants, ces gens-là portent plusieurs chapeaux. Puis, ça permet aux gens de penser think outside the box parce qu'ils ne sont pas pris dans leur « moi, je fais que de la comptabilité, moi, je fais que du traitement statistique ». Et c'est ce que j'essaie d'apporter à mon équipe aussi, de leur dire on fait le tour, on les diversifie leurs tâches. Mais justement, on sait que la définition des responsabilités peut être une source de conflits. Disons, tu dis à un employé, tu n'as pas fait ça. Non, mais ce n'est pas ma job. Est-ce que tu penses que dans une PME, les gens sont plus ouverts à dire, OK, oui, je peux aider n'importe où, ça va juste me faire apprendre, ou ils sont comme, non, il faut définir mon travail, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Est-ce que ces gens ont besoin d'être encadrés à ces points ou tu sens que c'est différent dans une PME? Il faut connaître son employé et la culture d'entreprise. OK. Nous, quand on va regarder, on va chercher à recruter du talent, on cherche des gens qui veulent moins de structure. On l'a déjà testé, j'ai déjà été chercher d'autres collègues, puis j'ai une ancienne collègue, en fait, qui était... ça a été une de mes professeurs à moi. Donc, quand moi, j'ai appris à faire du traitement statistique, c'est elle qui m'a montré comment faire le traitement statistique. Puis, il est arrivé un parcours de circonstances que s'est retrouvé chez nous, finalement, comme employé. Donc, on avait les rôles renversés. Et j'ai réalisé à ce moment-là, elle est arrivée à un moment donné à me poser des questions comme si... Des choses que c'est elle qui m'a montré. Puis, je lui ai dit, écoute, j'ai dit, je te fais confiance. J'ai dit, c'est toi qui m'as montré comment réfléchir là-dessus. On s'est parlé par après, puis parce qu'elle a décidé de quitter l'entreprise. Puis elle a dit, je me suis retrouvé devant un gouffre. Elle dit, de prendre ces décisions-là, je ne l'ai jamais faites. À mon autre emploi, c'était tout le temps, j'allais voir avec le directeur, puis on validait chacune des points de décision. Okay. J'ai dit, mais je validais ça, moi, avec toi, à l'époque. Donc, je sais que tu es capable de prendre les bonnes décisions. Puis finalement, c'est une question, justement, d'encadrement. Puis de dire, c'est la définition des rôles. Fait que quand on va chercher du talent, je leur dis, nous autres, on donne une direction générale du rôle, mais vous pourriez être porté à faire autre chose aussi. Et mes employés, présentement, aiment cette flexibilité-là. Ça permet aussi d'avoir une équipe qui est très... qui s'épaule beaucoup. Quand tu as 4 employés, là, une personne quitte en vacances, tu as 25% du staff qui est en vacances. Ouais. Fait qu'il faut que les autres personnes connaissent le travail moindrement pour être capable d'assurer une continuité pendant ce temps-là. Donc, tu le sens, tu sens que tu n'es pas un numéro,
mais tu as le désavantage de cet avantage-là, c'est que quand tu es un gros poids dans l'entreprise, effectivement. Et je pense que ça, c'est à la source. Dans le processus de recrutement, tu dois tenir compte de ces profils des candidats que tu cherches et aborder le sujet dans l'entretien. Oui. Dire genre, écoute, on est X nombre d'employés, c'est ça, on cherche des gens qui n'ont pas besoin d'avoir une structure formelle, qui vont prendre des décisions, qui vont nous aider, qui vont être proactifs pour voir des problèmes venir et pas juste « Ah, c'est pas ma job ». Mais si tu vois un problème, il faut que tu le dises. Donc, c'est très important, j'imagine, non, dans l'entretien? Ben c'est ça. Je cherche en premier un savoir-être. Uh-huh. Donc, vraiment une personnalité pour dire, ben la personne, est-ce qu'elle va rester dans des balises connues ou est-ce qu'elle est prête à expérimenter un peu? C'est ça. Parce qu'il va arriver un jour où, justement, si on a une problématique, une autre COVID qui arrive ou autre, ben si on est 10 personnes autour de la table, personne n'avait vécu une pandémie avant. Là. On fait quoi? On voit ça comment? Ouais. Puis, je peux proposer une solution, mais pour être capable d'aller chercher l'engagement des employés, souvent, la meilleure solution, c'est celle qui vient d'eux. Alors, je leur écoute, je les écoute, je leur dis, OK, on veut transmettre une connaissance, on a une nouvelle problématique. Mais même s'il y en a un qui a le rôle de comptable ou qu'il y en a un autre qui a le rôle d'un analyste, ben je vais prendre en compte ce qu'il dit. Parce que pourquoi qu'il n'y aurait pas une meilleure idée que quelqu'un d'autre? C'est ça, oui. Ah, c'est une bonne décision des groupes qu'il faut se faire, sinon... Et ces décisions-là collent. C'est ce que j'ai remarqué avec le temps. Quand tu vas chercher ce qu'ils veulent, ça reste. Et après ça, ben tout va mieux. Moi, je trouve ça intéressant de cette façon-là. C'est certain que des fois, il y a certaines décisions, c'est là que c'est bien dans notre compagnie parce que certaines décisions qui doivent être prises très rapidement. Si, par exemple, il y a vraiment quelque chose d'urgent, des gars d'eau qui arrivent, puis là, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On ferme l'entreprise, on n'a pas nécessairement de besoin d'un comité ou de l'opinion de tout le monde. C'est de dire, OK, voici ce qu'on fait. Des fois, il faut tomber dans le directif, mais là, partout où est-ce qu'on peut se le permettre, moi, je trouve que ça m'a toujours bien servi d'aller chercher l'opinion des gens. C'est aussi une façon de réduire la résistance au changement. Tout à fait. Dans une PME, tu ne veux pas des résistants parce que sinon, tu n'as déjà pas assez d'employés. Et si 3 quarts des employés sont résistants, ça ne va pas bien. C'est la meilleure façon de tourner en rond. Si tu les inclus dans la décision, ils ne vont pas être « Ah, je suis contre ça. Je n'ai pas été consulté. J'aime pas ça. Pourquoi on change? » Exactement. Ouais. Donc, c'est la résistance au changement. Une personne, comme elle peut faire la différence, comme elle peut bloquer aussi. Là. Exactement, c'est ça. C'est pas juste un numéro parmi 40 000 employés. Donc, souvent, c'est les dirigeants qui mettent ça en place. Il va toujours avoir des gens qui ne sont pas satisfaits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été consultés. Ils n'ont pas donné leur avis sur la situation. Peut-être que, comme tu dis, si ça vient de 2 autres, la solution, il y aura 0 résistance au changement parce que c'est eux qui proposent de le faire. Si ta vision de où est-ce que tu veux aller avec l'entreprise, elle est claire, ta mission actuelle, elle est claire, et elle est bien expliquée aux employés, après ça, ces autres, dès qu'il y en a un qui embarque et il donne du sien, là, moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et parlons un peu des conflits. Est-ce que, dans ton expérience grande entreprise versus la PME, c'est quoi les différences des types de conflits que tu as pu constater dans ta carrière entre les employés ou avec des clients, disons? Est-ce qu'il y a une différence ou ça... Dans mon expérience, il n'y a peut-être pas tant de différence que ça. C'est sûr, dans la grande entreprise, quand tu as un conflit, tu as les RH qui peuvent venir t'épauler. Quelqu'un qui est spécialisé qui peut t'expliquer les choses, puis bon, on fait quoi? C'est comment... Qu'est-ce qu'on a à faire? Si tu as un avis verbal, si tu as un avis... C'est là où est-ce que je dis des fois d'aller chercher un coaching externe, ça peut être bien dans une PME, parce que la PME, il y en a plusieurs qui n'ont aucune espèce d'idée comment gérer ça. Donc, tu le gères comment? Puis le risque de se mettre les pieds dans les plats est assez important. Tu sais, si tu as quelque chose, une problématique, juste des choses qu'on doit tenter d'éviter, des doubles sanctions, par exemple, qu'elle arrive à quelqu'un, bon, mais là, tu es coupé, puis là, le prochain quart de travail, tu te rappelles telle autre chose que tu avais faite, ben voilà une autre sanction. Tu peux pas. Ouais. Mais ça escalade trop vite. Ça escalade trop vite, mais si tu n'es pas encadré dans la PME où tu n'as pas les connaissances, tu t'exposes à un plus gros risque dans la gestion des conflits.
c'est là où est-ce que vraiment ça peut être intéressant d'aller chercher un peu de connaissances là-dessus. Oui, j'imagine. C'est pas évident de gérer des conflits majeurs là-dessus. Donc. Là-dessus, non. Mais tu dis, dans une grande entreprise, tu as toujours quelqu'un qui est généralement dédié à ça, où son rôle principal, c'est la gestion de ressources humaines. Donc, il peut aller, ça peut être une source d'informations sur comment tu vas aller gérer le problème. Donc, Et justement, la partie ressources humaines, on a vu dans le cours d'RH que dans une PME, c'est moins stratégique, c'est plus fonctionnel. Est-ce que vous essayez de mettre en place des documents, des procédures, des façons de faire les choses ou c'est tout le temps ce que vous jugez que c'est la bonne action à prendre et puis on exécute ou vous essayez quand même de standardiser les façons de faire certaines choses? Selon l'évolution de la PME et la taille, je pense qu'il y a une différence. Mm-hmm. Nous, présentement, à BIP Recherche, on est dans je dirais, un stade transitoire. On est rendu une grosseur ingrate. On est trop gros pour être géré un peu de façon familiale ou plus moins structuré. Mais on est encore trop petit pour se doter d'une structure formelle. Fait qu'on est en train d'instaurer ces processus-là, puis on y voit des avantages. C'est sûr que quand tu es petit, ben tout ce qui est processus et autres, des fois, tu ne prends même pas le temps de les documenter. Puis c'est une erreur, parce que si la personne quitte, le savoir-faire quitte l'entreprise. Mais où tu dis, tu vas innover, tu vas aller donner à quelqu'un un cours sur un nouvel outil. La personne décide à un moment donné de partir, ben tu perds ce savoir-faire-là. Mm-hmm. Alors, si les processus ne sont pas documentés, c'est difficile de garder ça à l'intérieur de l'entreprise. Donc, nous, on est rendu à une étape de dire, bon, il faut documenter, il faut y arriver. Et encore, c'est une belle chose, c'est de poser aux employés, quand je t'arrive, on va documenter les processus. Tout le monde m'a regardé, on n'a jamais fait ça. Je dis, ben oui, mais l'entreprise existe depuis 1976, ça fait depuis 1988 que c'est la même propriétaire. Ah oui. Puis, personne n'a documenté, on ne s'est jamais posé la question sur qu'est-ce qu'on fait, comment et autres. Et c'est une belle expérience. J'ai commencé ça depuis j'ai commencé le EMBA et tout le monde a embarqué. Et tout le monde a hâte, les employés préparent toute la documentation, puis on se pose des questions. Mais pourquoi qu'on fait ça? Ah ouais, je me rappelle que dans les années 2000, on avait instauré ça, mais c'est plus pertinent. Donc, on se pose la question. On avait encore dans un manuel, par exemple, qu'il fallait demander un minimum de 21 heures pour un nouvel employé qui est à temps partiel. Mais avec les nouvelles normes, on ne peut même plus faire ça parce que quelqu'un qui est en bas de 17 ans, qui a 17 ans au moins, on a une nouvelle norme. Je dis, il faudrait qu'on change ça. OK. Fait que tous les processus, tous les processus, quand on les met sur papier dans la PME, il y a une plus-value de le faire. Si on veut dire qu'on veut vraiment créer de la valeur, regardez ce qu'on fait, il y a un gros avantage. Dans la grande entreprise que j'ai vue, c'est encore là l'idée du paquebot. Quand tu regardes tout ce qu'il y a à faire, ben on est beaucoup plus structuré. Beaucoup plus les gens ont un poste, ont une façon de faire. Donc, ça prend du temps. Puis, il faut être capable d'arrimer les autres départements parce que si tu changes ton processus à toi, puis ça ne va pas s'arrimer avec un autre département qui est en amont, en aval avec toi, ben, tu viens de bousiller ton processus de fond en comble. C'est pas fluide. Ouais. Donc, il faut vraiment... C'est pour ça que je dis que ça prend plus de temps parce qu'il y a plus de morceaux à coordonner. Et des ressources aussi. Exactement. Pour le temps, la personne qui va taper ses documents, mettre ça structurel, montrer à tous les employés comment ça fonctionne. Et justement, si on parle des ressources humaines, c'est quoi les défis de recrutement et rétention des employés dans une PME? Est-ce que c'est quelque chose qui... Tu sais, dans une grande équipe, tu as 20 employés, un démissionne et tu dis, OK, on va être mal pris, mais on a 19 autres qui vont prendre la job. Ça se va. Mais là, tu es genre 5 personnes, des postes très clés. Il y en a un qui dit, je veux plus de stabilité, je quitte. Bien, c'est... Donner une idée, là, on a fait les médias. Ben, c'est quoi, Bell Media qui est sorti récemment avec la suppression de 4800 postes. Puis j'essaie de voir.
de façon proportionnelle, ça représente quoi? Les chiffres que j'ai vus passer sur certains médias, c'était autour de 20 Et quand tu as 4 employés et tu as une personne qui part, c'est tout aussi dramatique parce que proportionnellement, tu as 20-25 de ton staff qui viennent quitter. Fait que c'est tout un enjeu de garder ton personnel, d'aller chercher le talent. Tu n'as pas les gros budgets. Tu n'as pas nécessairement les contrats, le portfolio de contrats à venir qui est là, qui s'en vient. Donc, il faut vraiment mobiliser quelqu'un puis l'intéresser à ton projet. Puis éventuellement aussi, ils vont se poser la question « What's in it for me » pour venir en PME. Donc, des fois, il faut se poser la question comment on est capable de les intéresser. Mais l'argent n'est pas tout. Tu as aussi la reconnaissance, c'est plus facile à donner. Puis de donner une flexibilité de conditions de travail. Donc, il y a moyen d'arranger quelque chose, d'être créatif pour aller chercher les gens. Puis après ça, pour les retenir, ça demande vraiment de la communication. Il faut vraiment que tu prennes en considération l'individu qui est devant toi. Quelqu'un que tu as embauché dans la vingtaine, s'il commence à avoir des enfants, il faut que tu dises, OK, bon, cette personne-là a une nouvelle réalité. Sa performance tranquillement. Pas nécessairement. Des parents deviennent très, très, très... je suis père de 3 enfants, fait que des fois, à un moment donné, il faut être efficace dans nos journées. Des fois, tu vois même l'inverse. Tu te dis, OK, je suis là, il faut que j'aille partir à 4h30 ou 5h pour aller chercher les enfants. Fait que tu vois une différence de mentalité, mais c'est de les accompagner là-dedans aussi. Ouais. Fait que pour les retenir, il faut vraiment garder ce contact-là humain. Et je pense aussi que les gens, ils vont être plus aptes à rester dans ce genre d'entreprise parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas un chiffre. Ils savent qu'ils contribuent grandement à l'entreprise, donc ils sont vus comme en faisant partie de la famille. Oui. Ils voient qu'ils peuvent évoluer et aller très loin, vu qu'ils commencent quand l'entreprise a son stage initial, si on veut. Et si jamais ça évolue beaucoup, ils ne vont pas oublier l'employé qui était là dès le départ. C'est certain. Il arrive quand même un point où, même si tu as les meilleures intentions, que tu adores l'employé, tu peux arriver à un point où l'employé se fait approcher par une grande entreprise, puis les salaires qu'il offre, quand tu dis, tout le monde a un prix, l'entreprise aussi. Quand tu dis, le salaire qu'il offre, c'est 25 des chiffres de vente de l'entreprise. Tu dis, OK, est-ce qu'on peut se le permettre? Est-ce qu'on va être capable? Est-ce que c'est là que ça devient quasiment un investissement de se dire, OK, si la personne en vaut vraiment le coup, parce que sans lui ou elle, il n'y en a plus d'entreprise. Là, il faut que tu sortes ton carnet de chèques et tu dises, OK, est-ce qu'on est capable d'arriver pour payer cette personne-là? Mais sinon, c'est triste, mais il faut assurer une transition puis d'essayer de faire évoluer d'autres talents de l'interne pour essayer de remplacer la personne qui quitte. La personne qui quitte. Ouais, c'est un défi plus important que dans une grande entreprise, j'imagine, parce que le financement, il est plus facilement accessible pour une entreprise qui fait un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé vu sa grosseur, son marché qu'elle occupe versus une PME. Donc, comme tu as dit, c'est vraiment l'aspect faire l'employé se sentir comme quoi l'entreprise lui appartient. Oui. Il n'est pas en train de faire de l'argent pour le propriétaire, mais il contribue à l'évolution de l'entreprise. C'est ça. Il faut aussi reconnaître les contributions puis être généreux aussi. Donc, parce que tu le vois la contribution de la personne. Ça, une main lave l'autre. Donc, je pense que si on fait ça, l'employé risque de même pas vouloir regarder ailleurs, à moins qu'il y ait une situation majeure qui dit « Oh, l'entreprise est en péril, je ne veux pas couler avec. » Donc, peut-être que c'est là, comme la COVID, j'imagine, il y a eu plein de gens qui commençaient à s'inquiéter. Ou ça a été quand même assez fluide? Il y a eu des gens qui se sont inquiétés aussi. Ah oui, hein? Oui. Ouais. Puis, je dirais aussi qu'il y a des étapes dans le parcours des PME qui sont cruciales parce que tu parlais de financement tantôt, puis tu dis, allez, partir une PME, il y a vraiment des bons programmes de financement qui existent au Québec et au Canada pour partir des PME. Donc, aller chercher des sources de financement au début, c'est pas ça le problème. Ah oui, c'est souvent les problématiques arrivent au bout de 5 ans, quand ces sources de financement-là arrivent à leur fin. Mais si tu n'es pas arrivé à devenir autonome, avoir un cash flow qui rentre, c'est là que les employés vont dire que ça devient un petit peu plus difficile et c'est là souvent que les entreprises vont échouer. Ça se voit dans
taux de mortalité des entreprises. En fait, Ça, les j'avais entreprises posé ferment. T'as une statistique Il y en là-dessus? a, oui, c'est ça, les entreprises d'1 à 4, il y en a au bout de 5 ans, je pense 40 qui sont plus là. Ah oui, quand Puis au même. bout de 10 ans, c'est 60 puis au bout de 20 ans, il en reste à peu près 25 qui sont encore en vie. Donc, il faut être capable Quand même. vraiment, c'est ça, c'est vraiment l'enjeu, c'est les 5 premières années qui sont cruciales. Parce que tu as toute l'aide qu'il te faut, mais après ça, à un moment donné, il faut que tu voles de tes propres ailes. Fait qu'il faut que tu sois Ouais. capable de générer ton cash flow pour être capable de payer des employés, de continuer à continuer les opérations. Là. Et j'imagine que vous faites beaucoup d'éveil stratégique pour voir qu'est-ce que les concurrents font, pour ne pas se faire bouffer par eux et perdre la part du marché. Comment on a parlé de l'agilité, mais est-ce que tu regardes constamment qu'est-ce que la compétition fait, qu'est-ce que tes clients ils demandent, comment ils évoluent leurs besoins pour tout le temps essayer d'adapter ça, être proactif, ou tu n'as pas trop le temps et tu es plus réactif dans une PME? Ça dépend. C'est vraiment propre aux propriétaires. Moi, j'ai OK. eu, la PDG, Mme Leclerc, elle est quand même très forte là-dessus pour essayer de se poser les questions. Puis elle a instauré ça, de se poser les questions quasiment aux 6 mois. C'est-à-dire, est-ce qu'on est correct? Est-ce qu'on est correct avec les employés qu'on a? Est-ce qu'on est correct avec notre portefeuille de projets qui s'en vient? Quel type de projet qu'on a? Parce que la compagnie BIP Recherche avant, c'était le bureau d'intervenants professionnels. On faisait que de la collecte téléphonique. Et OK. elle est venue me chercher, pas seulement pour remplacer la vice-présidente qui prenait sa retraite, mais aussi pour ajouter, elle voulait passer à devenir un service clé en main. Donc, c'est d'aller chercher, justement, j'étais un talent qui a été rajouté à l'entreprise pour être capable d'arriver là où est-ce qu'on en est, d'offrir vraiment un service complet aux entreprises. Et aujourd'hui, quand on regarde, on croule sous les données, que ce soit les données secondaires. Donc, la force du marché maintenant est plus au niveau de l'analyse qu'il est au niveau de la collecte de données. Les gens ne savent pas quoi faire avec autant de données. Il y a autant de données, oui. Donc, c'est souvent les requêtes qu'on a aujourd'hui. C'est pas « Ah, ben j'ai besoin d'un sondage, il faudrait que j'aie ça. » C'est OK, j'ai peut-être telle base de données, j'ai été ça, je vais essayer de trouver d'autres choses. Il y a encore un gros marché pour la donnée primaire, pour rester à jour. Oui. Mais le marché a changé. Puis ça, il faut se poser la question. Il faut voir ce que les concurrents font. Il faut voir ce que le marché a, les nouveaux outils. Oui. Et maintenant, la nouvelle mode, c'est l'intelligence artificielle. On est rendu même qu'il y a des firmes qui prétendent qu'éventuellement, on va avoir même pas des sondeurs virtuels. On parle de répondants virtuels. Oui. D'avoir, par exemple, de dire qu'un jeune de 18-24 ans, ça répond dans ces paramètres-là, puis tu ne sauras même plus si tu parles à quelqu'un réel ou non. On en a vu des modes. Le sondage web devait changer le monde. Finalement, il y a encore du sondage téléphonique, il y a encore du sondage web. Il y a encore là, je pense que ça va être un nouvel outil qui va être ajouté, mais il faut rester à l'affût puis de voir, OK, qu'est-ce qui se passe? Exact. Comment que ça va venir changer, impacter le marché? Dans notre cas, on a beaucoup de gens qui vont s'improviser sondeurs, qui vont prendre un SurveyMonkey, un Google Sheets, et après un certain temps, ils vont se rendre compte qu'on ne s'improvise pas sondeur, puis on n'analyse pas des données si on veut vraiment faire quelque chose de sérieux comme on veut. Donc, on a quand même pas mal de demandes de gens qui arrivent qui disent « J'ai fait ça, je ne sais pas comment analyser mes données. Puis je rencontre mon CA dans 1 mois, pouvez-vous m'aider? » OK. Alors, c'est un nouveau marché qu'on n'avait pas. Alors, il faut garder ça puis dire qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre positionnement par rapport à ça, parce que ce n'était pas notre core business initialement. Nous, c'était d'aller chercher la donnée, mais quelqu'un nous dit qu'il arrive avec sa donnée. On le retourne de bord, on dit non, c'est pas ce qu'on fait. Donc, nous, on est vraiment dans l'accompagnement. Fait qu'on a modifié notre modèle pour accompagner ces gens-là qui se questionnent puis qui disent « Je suis insécure, j'ai des données, je dois aller informer, je dois aller faire une étude de marché. Comment qu'on s'y prend? Comment qu'on fait ça? » Donc, on est dans l'accompagnement. C'est tout nouveau comme... ça fait pas plus que 5 ans qu'on est là-dedans, mais on voit que le marché est rendu là. Ouais, justement, tu ramènes un bon point. Là. C'était le volet nouvelles technologies. Tu dis il faut toujours être à la veille, savoir qu'est-ce qui s'est fait pour évoluer avec le marché. C'est quoi
disons, Power BI, faire la collecte des données, analyser des données plus approfondies, est-ce que vous avez du budget, vous pensez investir là-dessus? Même, tu as mentionné l'intelligence artificielle, on sait qu'il y a beaucoup qui s'en vient, qui est dans les travaux. Les gens qui essayent de remplacer, pas remplacer nécessairement des humains, mais améliorer l'efficacité des employés qu'il y a en mettant des modèles qui font une meilleure collecte des données, qui préparent des documents selon les informations, qui proposent quelque chose qui va selon, comme tu as dit, l'âge de la personne, son profil en fait. Est-ce que vous avez déjà commencé à entamer ce genre de discussion? OK, ça prend tel outil. Comment est-ce que tu vois ça dans une PME? Bien, nous, je parlais pour BIP Recherche, ça fait au moins 10 ans en fait, quasiment depuis le début que je suis rentré, qu'on s'intéresse aux nouvelles technologies. Uh-huh. Et on a travaillé avec certains de nos clients à développer, par exemple, leurs outils d'intelligence artificielle. Des fois, c'est une question de... Ça reste un outil, puis de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Puis notre apport à nous, des fois, c'est de fournir l'information, montrer éduquer leur modèle, en fait. C'est éduquer leur intelligence artificielle sur comment l'information peut être traitée. Fait que ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. Nous, à l'interne, bien, c'est un frein quand même à avoir une intelligence artificielle propre à soi. Ça coûte très cher. Ça coûte cher. C'est un bon investissement. Ouais. Et prendre les versions qui sont relativement gratuites, comme les ChatGPT et autres, ben, tu ne le sais pas, tes données sont où. Fait que tu ne vas pas télécharger une base de données clients là-dedans. du tout. Donc, il y a certaines considérations qu'il faut faire quand tu rajoutes des nouvelles technologies. Puis l'enjeu, des fois, c'est encore là, aller chercher le financement. Mm-hmm. Il y en a qui existent. L'enjeu, après ça, c'est la formation. Parce que dans une grande entreprise, tu vas peut-être avoir un département TI, fait que, une nouvelle technologie, tu l'en développes, puis tu as des gens là-dessus. Mais tu as du support, des gens qui vont... Je parlais tout à l'heure, la personne qui est en charge des TI dans certaines petites entreprises, ben, c'est la personne qui est en charge de la réception. Ben, quand tu arrives là, tu dis, OK, ben, on va aller à du Power BI. Les gens ne sont pas tout le temps à l'aise avec la nouvelle technologie. Et parfois, c'est des gens qui sont plus près de la retraite, qui se disent, moi, je n'ai pas le goût d'apprendre ça. Donc, même si tu avais de la formation disponible, ils ne veulent pas nécessairement s'adapter. Puis des fois, aussi, tu as les plus jeunes qui, on peut penser qu'ils sont très techno, mais j'ai eu des fois des problématiques avec des jeunes qui connaissent très bien les écrans tactiles, qui connaissent très bien les tablettes, les téléphones mobiles, les applications. Mais quand ça arrive, par exemple, à utiliser un PC, puis des fois, il y a des outils qui ne sont pour la puissance informatique, tu es obligé d'aller sur PC, bien, ils ne connaissent pas les touches de raccourci, ils ne connaissent pas non plus comment interagir, ils sont mal à l'aise devant un clavier. Donc, quand tu intègres une nouvelle technologie, il y a beaucoup de choses à penser en PME et tu n'as pas nécessairement toutes les ressources pour le faire. Fait que l'enjeu, ce n'est pas au niveau d'aller chercher l'outil. C'est savoir qui s'en occupe. Qui s'en occupe, c'est l'intégrer, puis comment tu changes les processus. C'est très facile d'arriver et de dire on investit dans ce joujou-là, puis dire que ça va changer nos choses. Si tu ne revois pas tes processus, ça va être tabletté parce qu'il n'y a personne qui va l'adopter. Puis il faut voir aussi c'est quoi l'utilité. Power BI, on l'a regardé, nous autres. On sait que c'est pour certains mandats, mais ce n'est pas pour tout. Okay. C'est un bel outil de visualisation. Ça a pas mal de choses intéressantes, mais ce n'est pas tout le monde le temps à investir pour être capable de mettre quelque chose dans Power BI. C'est assez important. Donc, c'est pas quand tu arrives et tu dis OK, ben je vais préparer ça, offrir ça à un client, il faut qu'il y ait le budget. Tu ne vas pas offrir ça à tous les clients nécessairement. Oui, j'imagine que vous devez savoir c'est quoi les bottlenecks de vos processus, c'est quoi qui cause le plus de délais, des temps, des ressources, et tu essaies de voir quels outils, quelles technologies sont disponibles pour vous aider. Après, comme tu as dit, il faut savoir, est-ce qu'on est prêt à installer ça, à mettre en place? Est-ce que tout le monde va être à l'aise à utiliser cet outil? Peut-être qu'avec cet investissement, ça te prend aussi une ressource dédiée pour ça. Oui. Et là, on parle plus d'un X montant d'argent. Là, tu as un autre salaire qui vient, des avantages sociaux, etc. Donc, c'est quand même un step majeur. Bien, l'intégration technologique puis l'innovation doit se faire de pair avec ces processus. Ouais, parce que si c'était le
professeur Harvey qui avait expliqué ça, c'est que si tu automatises un processus qui est inefficace, tu fais juste rendre quelque chose d'inefficace encore plus inefficace. Plus important. Donc, tu fais juste aggraver ton problème. Ouais. Alors, c'est d'analyser ce que tu fais. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, les entreprises souvent n'ont pas documenté ce qu'ils font. Déjà. Ouais. Donc, le risque d'intégrer une nouvelle technologie puis d'empirer quelque chose est quand même présent. Alors, c'est prendre le temps de réfléchir puis de dire, OK, on a besoin de ça. Pourquoi encore? C'est parce que tout le monde en parle puis tout le monde dit qu'il faut qu'on se lance dans le bateau. Pour nous, c'est important. Ouais. Non, c'est sûr, tu ne peux pas aller au feeling dans ce genre de décisions. Là, c'est quand même majeur de dire, genre, je mets ça en place, mais comment ça fonctionne maintenant? Comme tu as dit, il faut bien mapper ton processus, que tout le monde sache, c'est comme ça qu'il fonctionne. Voici le problème où on a le moins de valeur ajoutée, parce qu'il y a beaucoup de délais, de temps perdu. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Oui, exact. Et là, tu peux peut-être changer ce processus, mais après, comme on a dit, il faut savoir que tout le monde va utiliser cet outil. Est-ce que tout le monde va être à l'aise? Tout le monde saura l'utiliser? C'est quoi que ça implique? Bien, c'est ça. Donc, souvent, nous autres, on va avoir un porteur de projet, puis on dit, bon, OK, peux-tu aller débroussailler tel outil où on va se faire, on va avoir une personne qui va aller suivre une formation, puis après ça, ben viens nous en parler. Qu'est-ce que tu en penses? Penses-tu que ça peut être bon pour nous? Ouais. Donc, c'est d'aller chercher quelques... on envoie des petites tentacules pour voir, OK, est-ce que ça peut être intéressant pour nous autres ou non? Ouais, c'est ça. Alors, c'est pour l'intégrer, après ça, ben, c'est de se dire qui va s'en occuper, qui va l'avoir, puis après ça, qui va le former le restant de l'équipe là-dessus. Mais c'est toujours, dans notre cas, on le fait en fonction de nos processus. Oui, OK. Super intéressant, Patrick. Pour compléter l'entretien, une dernière question. Comment tu vois l'avenir dans une PME maintenant avec tous ces changements? On voit que l'économie, ça change du jour au lendemain. La nouvelle génération des ressources humaines qui rentrent dans le marché, ce n'est pas la même mentalité que les gens qui sont maintenant. Et toutes ces nouvelles technologies qui sont en train de bousculer le monde, l'intelligence artificielle qui va beaucoup changer. Comment tu vois ça pour une PME? Quel conseil tu donnes à une personne qui occupe un poste comme toi ou qui vient d'accéder à ce poste par rapport à ces changements qu'on est tout le temps maintenant susceptibles? Quels sont tes conseils? C'est pour rester, passer le cap du 5 ans et tout ça. BIP Recherche, ça fait quand même, on fête les 35 ans en fait avec la même direction. Ça a été l'adaptation. C'est vraiment regarder ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe dans le marché, puis dire est-ce qu'on est pertinent, est-ce que ce qu'on offre est encore pertinent. Puis sinon, d'ajuster notre offre. Est-ce qu'on est capable de regarder ce qu'on a? Est-ce qu'on a les compétences de s'adapter au marché? Est-ce qu'on doit changer nos façons de faire? Donc, c'est vraiment le succès de la longévité, c'est de regarder puis de se dire comment tu peux t'adapter. Et c'est là, avec ce qui se passe avec la grande entreprise, je me pose la question des fois, est-ce qu'elle va être trop rigide pour survivre? Ouais. Moi, j'ai mis mes billes dans la PME, puis j'ai bien hâte de voir ce que l'avenir va réserver. Super intéressant. Merci beaucoup, Patrick, d'être ici avec nous. Je pense que nous et l'audience, on a appris beaucoup aujourd'hui sur la gestion dans une PME, tous les défis. Donc, on voit que rester à l'affût de tous les changements, l'adaptation et être agile, c'est ultra important. Et aussi garder les employés, essayer de les rendre plus motivés possible en donnant le pouvoir décisionnel et qu'ils soient bien intégrés dans la culture de l'entreprise. Ça, c'est un aspect vraiment important. Et rester à l'affût pour de nouvelles discussions sur des thématiques importantes sur la gestion. Merci et bonne gestion. Au revoir. Bien, merci. Merci, Patrick.